Donc sans transition, j'ai été chargée d'introduire le deuxième sujet de cette soirée, alors qui peut paraître moins technique, mais qui fait en fait le fil rouge des questions qu'on vient de traiter juste avant, et puis de celles qui apparaîtront certainement dans la phase de débat, qui est de savoir comment on peut renforcer le contrôle démocratique, le contrôle citoyen sur la finance. Parce qu'on l'a dit, la crise financière a mis en évidence des lacunes énormes en matière de supervision et de régulation des activités bancaires et financières, dont les conséquences sont dramatiques en matière de stabilité financière internationale et peuvent affecter les conditions de vie des populations aux quatre coins de la planète, des fonctionnaires grecs aux ménages islandais, en passant par les paysans burkinabés ou boliviens. Et donc, pour le travail de Finance Watch, il y a aussi cette préoccupation qui est constante de voir comment on peut rééquilibrer aujourd'hui le débat et faire que les propositions de la société civile et que les propositions qui représentent l'intérêt général soient mieux prises en compte et inscrites dans le droit européen. Donc il y a des efforts qui ont été faits, ça a été mentionné depuis 2009, pour remettre des règles, pour imposer le respect de ces règles, éviter leur contournement. Mais il faut voir que le contre-lobby des activités des banques notamment et de tout le secteur financier a été absolument énorme. Donc Aline citait quelques chiffres tout à l'heure. Un autre chiffre, c'est de toujours la même ONG, Corporate Europe Observatory, qui dit qu'il y a 1700 lobbyistes du secteur financier à tous les échelons de Bruxelles, et donc qui déploient une énergie folle à essayer de baisser le niveau d'ambition des régulations financières et de préserver le statu quo sur un certain nombre de choses. On l'a vu aussi pendant la préparation, la finalisation du projet de séparation des banques. Le commissaire Barnier a demandé à ses services exceptionnellement de ne plus rencontrer les représentants du secteur bancaire pendant le temps de finalisation de ce projet de directive, ce qui montre bien là aussi la gravité de la situation qui appelle des mesures extraordinaires. Donc pour nous, il y a à la fois le projet et la démarche de Finance Watch qui est évidemment de porter une voix citoyenne plus forte et plus experte sur ces sujets-là pour faire entendre des propositions alternatives. Mais il y a aussi des mesures impérieuses qu'il faut prendre pour rééquilibrer aujourd'hui la balance et faire en sorte que l'intérêt général soit mieux pris en compte. Donc je ne vais pas les lister dans le détail, mais pour en reprendre quelques-unes, il y a un enjeu très fort autour de l'encadrement des activités des lobbyistes. Aujourd'hui, il y a des règles d'enregistrement qui restent sur la base du volontariat à Bruxelles. Donc on n'a pas de base de données complète de tous les gens qui sont acteurs dans les couloirs du Parlement européen, de la Commission. Et donc pas de base de données exhaustive sur tous les professionnels qui agissent on ne connaît pas les clients pour lesquels ils agissent. Ça va aussi avec une constitution, et une représentation plus équitable de la société civile dans les groupes de travail, les comités d'experts à tous les niveaux, notamment à la Commission européenne. Le Parlement européen s'en est alarmé en gelant les budgets d'un certain nombre de nouveaux comités, tant que la surreprésentation des grandes entreprises, tant que les sièges d'experts indépendants qui sont accordés à des lobbyistes, ou l'opacité qui entoure la constitution de ces comités ne serait pas remis en cause. Mais ça, c'est quelque chose de vraiment important, parce que c'est dans ces comités, ces groupes d'experts, que se discutent les dispositions techniques qui vont être ensuite inscrites dans le droit européen. Et puis, ce sont des règles évidemment plus strictes sur les portes tournantes, si on traduit ça de l'anglais, mais le phénomène de pantouflage, donc toutes ces pratiques d'aller-retour entre des postes de hauts fonctionnaires européens et le secteur privé, que ce soit les entreprises ou les lobbyistes qui travaillent pour ces entreprises. Donc là aussi, il y a des règles qui font défaut au niveau de l'Union européenne. Et il y a une restriction de 2 ans, mais qui est largement contournée et qui mériterait d'être renforcée.
Et puis ça va selon nous aussi avec une gestion beaucoup plus transparente des conflits d'intérêts, parce qu'aujourd'hui, il y a finalement très peu de choses aussi sur la façon dont les élus et les hauts fonctionnaires, mais aussi les experts des agences indépendantes européennes, peuvent être soumis à des conflits d'intérêts. Et donc, sur ce point-là, on propose l'instauration d'un commissaire aux conflits d'intérêts, un peu comme il en existe un au Canada, qui pourrait être saisi par des processus d'alerte de la part des citoyens, mais aussi s'autosaisir sur certains dossiers, enquêter et éventuellement appliquer des sanctions dans des cas avérés. Merci Mathilde. Mathilde vient de résumer parfaitement nos propositions, donc il me reste tout simplement à vous poser la question à vous tous, toutes et tous. Déjà, si vous partagez ces préoccupations qu'on vient d'exprimer, et ensuite, que pensez-vous, que voudrez-vous faire pendant la période qui s'ouvre dans ces 3 domaines qui viennent d'être mentionnés, donc l'encadrement des lobbies, l'encadrement du mécanisme des portes tournantes qui vient d'être expliqué, et je pense qu'il est absolument dévastateur pour disons, la bonne régulation non seulement de la finance, mais là ce soir on parle de la finance, et troisièmement, une bonne gestion des conflits d'intérêts. Alors je sais que les trois points mériteraient chacun un vaste débat, mais ce que nous voudrions, c'est surtout quelques idées concrètes où vous nous expliquez que pendant la période qui commence, si je suis élu, je veux réaliser ça ou ça ou ça. Voilà, si vous êtes d'accord, on va peut-être garder l'ordre de la séance précédente. Donc on va commencer par Eva Joly. 5 minutes, donc, comme tout à l'heure. C'est clair que l'activité des lobbyistes est importante au Parlement européen et particulièrement dans le secteur financier. Je pense même que certains élus qui siègent à la commission Econ représentent en direct les banques. Voilà, et ça, Pervenche, qui a donc précédé la commission Econ, l'a observé comme moi. Je n'étais que suppléante, mais j'ai bien observé. Donc, les lobbyistes sont réellement là. La City est très puissante et elle envoie ses représentants en direct. Pervenche Perez et moi, nous avons voté pour que le registre des lobbyistes soit obligatoire. Mais nous n'avons pas eu la majorité. Et notamment, nous n'avons pas eu le PPE avec nous qui refuse de rendre ce registre obligatoire. On se demande bien pourquoi. Cette transparence, à qui et pour qui peut-elle nuire ? Nous savons que l'industrie agroalimentaire, par exemple, a dépensé beaucoup d'argent pour essayer, et elle a réussi à empêcher que nous mettions en place une signalisation très explicite sur la nourriture, feu vert et feu rouge pour la santé. 1 milliard il a dépensé. Je me demande bien comment, mais bon. Et donc, ce qui est important pour moi, c'est qu'il y a des contre-pouvoirs. Et vous, Finance Watch, vous en êtes une très importante. Et c'est une nouveauté dans le domaine de la finance, qui est d'avoir une ONG qui suit la législation bancaire, qui suit les banques et qui peut donner l'opinion de la société civile, des citoyens. Parce que le problème est quand même bien celui-là, c'est que les secteurs bancaires accapare une grande partie de la richesse nationale produite pour elle-même. Et elle entend bien le garder. Et donc, c'est donc pour ça que les lobbies sont si présents. Donc, il faut être vigilant. Et ce que nous pouvons faire de mieux, c'est évidemment siéger dans la commission Econ, travailler comme rapporteur sur des sujets, être shadow rapporteur. Je dois dire que nous, le groupe des Verts, on a été très actifs dans la dernière législature sur les questions financières et il y a 2 mesures que nous avons portées et emportées. C'est la limitation de la rémunération variable à 1 fois la rémunération fixe, sauf cas exceptionnel, et c'est l'interdiction de la spéculation sur les dettes souveraines à nu. Maintenant, vous ne pouvez vous couvrir sur ce risque que si vous le détenez.
Et ça, nous avons eu beaucoup de mal. Et les lobbyistes nous ont expliqué en long et en large combien c'était dangereux pour l'industrie financière si on mettait ces limites. Et donc, c'est des petits progrès. Mais il faut bien comprendre qu'au Parlement européen, tout se passe dans la discussion et de temps en temps, nous emportons des victoires. Les portes tournantes sont très gênantes. Et il ne suffit pas d'avoir des textes. En France, il est interdit de rentrer dans une entreprise qu'on a contrôlée dans les 5 années qui précèdent, et c'est pénal. Il y a une commission qui doit l'évaluer, mais chacun se souvient de Pérol, qui dirige une de nos banques systémiques. Il l'a tout simplement pas consulté, ce qui a entraîné d'ailleurs la démission de la présidente de cette commission. Et donc, il suffit pas il faut d'abord avoir les règles, ensuite il faut les appliquer. Et c'est vrai que cela manque au niveau européen. Nous pourrions avoir une interdiction pour les commissaires, les anciens commissaires et les hauts fonctionnaires, pendant une durée de 5 ans, de pantoufler, d'aller vendre leurs services dans le domaine où ils sont intervenus. Et ça, c'est un projet que je porterai. Et donc, en tant que député, on peut le mettre, on peut faire une résolution demandant à la Commission de présenter un texte en ce sens, parce que vous savez que, selon le traité de Lisbonne, nous n'avons malheureusement pas l'initiative des textes, mais par les résolutions, on peut le suggérer. Donc, le porte tournante, là, c'est facile, on peut prendre un texte. Nous allons représenter, je pense, sans aucun problème, les élus de gauche dans les prochaines législatures, un nouveau texte qui rendrait le registre des lobbying obligatoire. On peut aussi volontairement tenir ce registre. Il est tout à fait loisible à chaque député d'indiquer qui il a rencontré et pour quelle raison. Donc le chantier est immense. C'est un sujet fondamental que de contrôler et savoir qui représente quoi. Et notamment, nous ne devrions pas voir ce qu'on voit encore au Parlement pendant cette législature, c'est-à-dire des députés, par ailleurs avocats, ayant des clients dans la production de l'énergie, qui déposent des amendements dans le domaine qui concerne le client. Évidemment, ça, c'est absolument pas supportable, et on voit bien là que la déclaration d'intérêt que nous faisons maintenant et qui est très détaillée, c'est le contrôle de ce que nous déclarons qui est important et où on peut renforcer. Avoir un commissaire qui veille à la gestion des conflits d'intérêts, je ne sais pas quel pays serait heureux d'avoir ce poste. Je ne sais pas si le prochain commissaire français accepterait d'être le commissaire à la gestion des conflits d'intérêts. Merci Eva Joly. Alors Constance Le Grip, la parole est à vous, et je réitère ma demande, comme avec Eva Joly. Si vous avez des idées concrètes, des choses que vous voudriez accomplir pendant la période qui commence, c'est le moment de le partager avec nous. Alors, sur le registre des lobbies, c'est la commission des affaires constitutionnelles à laquelle j'ai le bonheur d'appartenir, qui a travaillé et qui a présenté en séance publique un rapport qui reprenait, parce que c'était la mission qui nous avait été confiée, les préconisations d'un petit groupe de travail placé sous la férule de l'un des vice-présidents du Parlement européen, qui s'était vu confier par le président, la conférence des présidents du Parlement européen, le soin de toiletter et de faire des avancées en matière d'enregistrement des lobbies et d'élaboration de ce registre. Donc, sur la base des guidelines, des lignes directrices élaborées par ce groupe de travail auquel ont participé des représentants de tous les groupes politiques, la Commission des affaires constitutionnelles a rédigé puis voté à la quasi-unanimité, et les socialistes et les PPE, un rapport qui était d'ailleurs confié à un collègue socialiste italien, Roberto Gualtieri, et c'est ce rapport qui a été soumis à la séance publique, qui effectivement, encore une fois, un rapport adopté très largement en Commission des affaires constitutionnelles, qui, c'est vrai, ne faisait pas obligation
d'inscription. Nous avions souhaité à quelques-uns aller un peu plus loin, à quelques-uns au sein de la Commission des affaires constitutionnelles, mais il a été décidé de rester, je dirais, et de ne pas aller dans un premier temps au clash frontal avec ce qui était sorti du groupe de travail pluripartite qui s'était installé au niveau bureau, conférence des présidents du Parlement européen. Donc c'est vrai que la prochaine étape, donc on est allé plus loin dans l'encadrement d'un certain nombre d'activités de lobby, mais c'est vrai que la prochaine étape, et à titre personnel, je n'y serais pas du tout défavorable, serait l'inscription obligatoire. Mais encore une fois, il y a un consensus qui avait émergé et qu'il a fallu respecter au sein de la Commission des affaires constitutionnelles, et c'est ce qui s'est retrouvé, bien évidemment, le même type de majorité au sein de l'Assemblée plénière, au moment du vote en séance plénière. S'agissant des mécanismes de lutte contre les portes tournantes, bon, j'avoue que je n'ai pas eu l'occasion de me pencher très précisément sur ce qu'il pourrait y avoir à faire, mais bien évidemment, tout ce qui va dans le sens de plus de transparence et de règles qui non seulement sont édictées, mais surtout appliquées, requiert mon approbation. Cela va de soi que je ne serais pas parlementaire européenne, je ne serais pas représentante des citoyennes et des citoyens de l'Union si je me mettais tout d'un coup à considérer que voilà, le conflit d'intérêts, les allées et venues incessants et les collusions sont un système tout à fait acceptable et qu'il faudrait continuer à l'ancrer durablement dans la réalité européenne. Bien évidemment, tout ce qui est dans le sens de plus de responsabilité, plus de déontologie, y compris de déontologie de la part des parlementaires européens, dont je rappelle qu'ils sont censés respecter un certain code de déontologie, qu'ils remplissent une déclaration d'intérêt financier qui se doit d'être sincère, et ce que nous faisons les uns et les autres très précisément et à la fois, je crois, très précautionneusement, certainement plus que les parlementaires nationaux français. Bon, après, voilà, comment aller forcément vérifier les déclarations, mais si vous allez sur le site du Parlement européen, vous allez voir les déclarations d'intérêt financier des uns et des autres. Je vous appelle en toute transparence à vérifier ma propre déclaration d'intérêt financier. La lecture sera très rapidement faite, puisque je n'ai pas, pour ce qui me concerne, d'autres activités que l'exercice de mon mandat de parlementaire européen. Ah, merci. Éric Coquerel, c'est à vous. Oui, pour répondre précisément aux questions, évidemment, je crois que les quatre vont vous répondre oui, d'ailleurs. On va tous s'engager à réduire les lobbies, on va tous s'engager à éviter les allers-retours et le pantouflage. Bon, je remarque quand même que ça ne se pratique pas dans tous les partis. D'accord ? Il y a quand même une cogestion PPE, PSE au niveau européen. Et aujourd'hui, dans les gouvernements au niveau de l'Europe, ce n'est pas par exemple le Front de gauche qui gouverne ou des partis identiques qui gouvernent pour les plus grands intérêts de la finance internationale et avec des pantouflages qui se passent dans tout ce type de gouvernement. Donc je pense que tout le monde n'a pas de la même manière à nettoyer devant sa porte et il faut que ça soit dit parce que sinon, là, on enfile les perles, quoi. Bon, je veux dire, il y a il y a un moment donné, quand même, c'est bien. Donc, oui, tout ça, oui. Nous sommes carrément pour l'interdiction des lobbies. Voilà. On trouve que les lobbies ne devraient rien avoir à faire au niveau d'un parlement d'élus. Bon. Et la deuxième chose, c'est qu'au niveau des allers-retours, éventuellement, il pourrait y avoir des allers, mais pas de retour. En aucun cas. Ça, c'est pour ce qu'il y a. Mais moi, au niveau du pouvoir accordé aux citoyens, je suis d'accord avec ce que disait Eva sur la nécessité de plus de contre-pouvoirs. Mais là, vous me permettrez juste d'élargir un peu la question. Parce que le problème de l'Union européenne, ce n'est pas juste le problème des contre-pouvoirs. C'est qu'il n'y a plus de pouvoir et de souveraineté populaire. C'est ça qui est question. Et dire ça, c'est pas faire preuve d'extrémisme, parce que je rappelle par exemple que les traités qui aujourd'hui nous régissent à partir d'un référendum, le traité constitutionnel européen en 2005, où le peuple français a voté contre, et que ces traités justement permettent absolument le fait que la finance domine effectivement les institutions européennes. Donc ce traité constitutionnel européen, traité de Lisbonne, il n'est pas passé avec l'appui de tous les députés. Il y en a qui ont voté pour, et il y en a qui se sont abstenus, qui ont permis que par la fenêtre repasse que nous avions viré par la porte. C'est pas quelque chose malheureusement de passé. Et ça aussi a un lien justement avec la libéralisation financière. C'est qu'actuellement il y a le TAFTA qui est en cours de négociation. Et que je sache au niveau du contrôle démocratique des citoyens, même le Parlement français n'a pas pu voter sur les bases de négociations secrètes qui sont en cours entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, pour le plus grand bonheur des multinationales et des États-Unis d'Amérique. Bon, ça aussi, ça doit être lu. Alors nous, on peut vous dire, il y aura un engagement qu'on donne au niveau du Parlement européen
Et j'espère que le Parlement français, et sinon j'espère qu'un référendum sera à ce moment-là permis pour que chacun des peuples s'exprime, puisque les États devront le ratifier. Nous nous engagerons. Chaque député du Front de gauche sera un député qui votera le non contre le TAFTA. Et ça a un lien, puisque dans le libre-échange proposé par le TAFTA, il y a une partie importante au niveau de la financiarisation qui ne va pas, je peux vous rassurer, dans le fait de donner plus de pouvoir aux citoyens par rapport aux institutions bancaires. Bien. Si je dis ça, c'est peut-être là où je me sépare un peu peut-être pas d'Eva, peut-être à vérifier, mais c'est que je crois malheureusement, c'est qu'on ne peut plus réformer l'Union européenne. Voilà, le Front de gauche pense qu'on ne peut plus réformer l'Union européenne. On est pour une construction européenne solidaire, coopérative, mais le problème, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai cité un article des traités, c'est que les traités actuels ne permettent pas de le faire. Et à partir de là, c'est mettre des rustines sur un pneu qui est crevé. C'est ça le problème que nous avons. Donc, il faut faire tout le travail de résistance, de mobilisation qu'on peut faire au Parlement européen. Je l'ai dit, il y aura des votes importants sur le TAFTA, évidemment. Mais je crois qu'il ne faut pas se leurrer. La façon, à un moment donné, d'arriver à modifier les choses dans des traités où, je le rappelle, pour les modifier, il faut l'unanimité des États membres. Autrement dit, ça ne se fera pas, pour des raisons que chacun comprendra, ne serait-ce que dans les intérêts contradictoires des États membres. Pour arriver à modifier les choses, il faudra aussi, à un moment donné, le levier national des États-nations, et notamment un gouvernement qui, au nom d'une gauche digne de ce nom, pourrait effectivement permettre que des choses soient bouleversées et là permettre que réellement la finance ne contrôle pas nos vies à l'avenir. Voilà, je pense que pour vous donner notre réponse, ça va peut-être décevoir une partie des gens qui sont ici, mais je ne crois pas qu'en tant que parlementaire européen, nous arriverons, les élus du Front de gauche, même si nous avions un rapport de force plus favorable, à modifier ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, parce que tout simplement, les traités ne le permettent pas. D'ailleurs, Eva le disait tout à l'heure, le problème aujourd'hui que nous avons, c'est que ce qui représente avant tout les citoyens, que ce soit le Parlement européen ou les parlements nationaux, qui maintenant, aujourd'hui, n'ont même plus la liberté de voter les budgets depuis que la règle d'or a été instituée, et elle n'a pas été instituée par un gouvernement de droite. Le TSCG n'a pas été signé par un gouvernement de droite, que je sache, même si je rappelle que François Hollande avait dit qu'il ne le signerait pas s'il n'était pas renégocié. C'est aujourd'hui ce qui explique les politiques d'austérité que nous subissons. Eh bien, il faut avant tout, pour que nous ayons à un moment donné la possibilité, nous citoyens, d'intervenir et d'exercer notre souveraineté, il faut revenir à plus de pouvoir au Parlement, d'ailleurs tout le pouvoir au Parlement, que ce soit le Parlement européen ou les parlements nationaux. Je crois que sinon, il n'y aura pas de solution à la crise que nous connaissons, qui n'est pas derrière nous, je l'ai dit tout à l'heure. Pervenche Berès, alors j'imagine que vous avez très envie de répondre à ce qu'a dit M. Coquerel. Mais comme il a été hors sujet, je ne vais pas lui répondre. Tiens, voilà. Néanmoins, voilà, je vous supplie néanmoins de... Comme il était hors sujet et que je comprends qu'on est en campagne, je ne vais pas lui répondre. Non, mais moi, je ne crois pas à la souveraineté des peuples par la destruction européenne. Bon. Sur le sujet qui nous préoccupe, c'est la raison pour laquelle moi j'ai contribué à mettre en place avec d'autres Finance Watch. Et c'est la raison pour laquelle je m'engage, voilà une mesure concrète, à quelque chose que je n'ai pas fait jusqu'à présent et qui me titille depuis toujours, puisque dans le précédent mandat, en 2008, le rapport Stubb, j'avais voté l'obligation de la traçabilité des amendements et nous avions échoué, on a réessayé cette fois-ci, on a à nouveau échoué et c'est pas obligatoire, mais je vois pas de raison pour laquelle je ne m'y engage pas à le faire. Donc voilà une proposition très concrète. C'est sûrement très démagogique de dire ça ici, mais je pense que c'est bien de le faire, d'autant plus que comme les 3/4 des amendements que je pique à quelqu'un, c'est ceux que je pique à Finance Watch, j'imagine qu'il n'y aura pas trop de difficultés. C'est la raison pour laquelle le sujet qui nous préoccupe, dans un rapport dont j'avais la responsabilité, j'avais quand même proposé aux États membres de boycotter Goldman Sachs. Bon, du coup, c'est Goldman Sachs qui m'a boycotté. Mais il y avait derrière un certain fondement, hein, et c'est aussi la raison pour laquelle, lors de l'audition par la Commission économique et monétaire de monsieur Draghi pour devenir le président de la Banque centrale européenne, je l'avais quand même interpellé par rapport à son passé. Alors je ne sais pas si c'est la porte tournante aller ou retour, mais c'est quand même une porte qui a tourné et qui nous interpelle sur justement cette stratégie, cette fluidité du monde de la finance pour s'infiltrer partout où il peut. Et moi, je vous invite à être très vigilant sur ce qui me semble être le prochain sujet du lobbying des marchés financiers et des acteurs des marchés financiers, qui est celui de la titrisation.
parce que je pense que c'est la prochaine bataille, outre la question de la structuration bancaire, qui est devant nous. Avant d'aller plus en détail sur les 3 questions que vous nous avez posées, je voudrais rendre hommage à Constance Le Grip. Depuis que je suis en campagne, à chaque fois que j'ai un débat un peu compliqué pour la droite, j'ai en face de moi Constance Le Grip. Je voudrais simplement rappeler que le tête de liste s'appelle Alain Lamassoure et que la numéro 2 s'appelle Madame Rachida Dati. Rachida Dati, ça suffit. Ça suffit. Et qu'elle a fait des pieds et des mains pour être membre de la Commission économique et monétaire. Voilà, juste pour le bon ordre du débat. Sur la question des registres, je pense que l'enjeu de l'identification des amendements est un sujet. Et vous, comme observateur, je pense que vous pourriez très bien regarder d'où viennent les amendements et avoir, comme on a un vote watch, ceux qui ne le feraient pas, les parlementaires qui ne le feraient pas. Je regarde l'affaire du tabac. On savait très bien qu'il y avait un amendement Philippe Maurice. Et je pense qu'on pourrait avoir une lisibilité comme ça d'où viennent les amendements. Mais sur le registre lui-même, c'est comme l'affaire de la transparence. Moi, j'ai vu le patron de Deutsche Bank dire en 2008, en septembre 2008, il faut que toutes les banques fassent dans les 3 mois la transparence. Bon, il n'y a pas eu de transparence. Les produits toxiques, il y en a encore quelques-uns qui traînent. Bon, donc, de plaider la transparence, ça ne résout pas tout, parce que derrière, vous aurez l'accès aux boîtes mail, l'activité le week-end au sport d'hiver ou à Davos. Bon, donc il y a des tas de choses qui permettent l'influence. Il ne faut pas penser, parce qu'on aura fait le registre, qu'on aura tout fait. Il faut derrière organiser de manière très rigoureuse quand même un contre-pouvoir qui permette d'être vigilant. Sur l'affaire des portes tournantes, j'ai déjà évoqué le cas de Mario Draghi. J'en ai d'autres en tête, mais qui sont là les portes entrantes. Lorsque Neelie Kroes devient commissaire responsable de la concurrence, elle est membre d'un nombre incalculable de conseils d'administration dans des secteurs dans lesquels elle aura à intervenir après. Et c'est vrai que moi, issue de la fonction publique française, j'étais assez étonnée en arrivant à Bruxelles qu'il n'y ait pas ces procédures que Eva Joly a mentionnées, qui ne sont pas toujours respectées, qui ne sont pas parfaites, mais qui ont au moins le mérite d'exister. Donc je pense que là, il y a une marge de progrès à l'échelle européenne. Voilà, sur l'activité générale du Parlement européen, moi je rappellerai simplement quand même qu'on n'est pas dans des huis clos. Hein. Les réunions de commission sont totalement ouvertes, les auditions sont retransmises par Internet, et on est vraiment dans un espace où il y a une démocratie européenne qui peut vivre. La seule difficulté, c'est que vous êtes très alerte, vous nous suivez sur Internet et vous êtes vigilants, mais vous êtes encore l'avant-garde éclairée. Donc j'espère qu'après ces élections, ça va un peu s'élargir et que l'idée qu'il se passe des choses au Parlement européen qui doivent être surveillées par les citoyens partout pourra fonctionner. Et c'est notamment, je pense, le cas du débat tel qu'il va s'engager dans la prochaine mandature sur les enjeux de l'accord transatlantique. Compte tenu de la façon dont cette campagne se passe, et je m'en réjouis, il y aura une vigilance nécessaire. On est dans la campagne, tout le monde l'afflux blanc que blanc, mais on regardera, et j'imagine, je vous attends au rendez-vous pour vérifier comment est-ce que sur les points critiques, eh bien, les uns et les autres agiront lorsque l'heure du jugement dernier sera venue s'agissant de cet accord transatlantique. Merci Pervenche Berès. Bon, le temps presse, donc on ne va pas faire une synthèse exhaustive de cette séance-là. Je retiens néanmoins 3 idées là, qui ont été évoquées. Une résolution sur les portes tournantes, un passage d'un registre volontaire à un registre obligatoire, et cette idée titillante effectivement d'une traçabilité des amendements. Alors, sur la traçabilité, commencez par nous transmettre telles quelles les propositions que vous font les banques. Les propositions d'amendement, parce qu'on sait très bien qu'il y a des propositions qui viennent comme ça et qui se retrouvent mot à mot dans les textes législatifs. Et la transparence, c'est pas tout, mais c'est déjà un bon début. Alors, je cède la parole à Mathilde qui voulait nous partager un commentaire ou une anecdote pour finir cette séance. C'est une anecdote que j'ai pas donnée en ouverture, mais j'aurais dû.
il y a encore seulement quelques semaines, j'ai été invitée à rentrer dans un groupe de travail de la Commission européenne. Alors c'est sur les prix de transfert des entreprises multinationales, donc les instruments qu'elles utilisent pour évader l'impôt. Et le représentant, le fonctionnaire européen qui m'a dit qu'il ne trouvait pas de représentant de la société civile pour siéger dans ce groupe m'a dit « C'est bien, vous avez l'air de vous y connaître un petit peu, vous pourriez être notre feuille de vigne, donc vous pourriez être notre caution société civile de cette commission. » Donc j'espère que ce sera plus possible de nous inviter de la sorte dans le prochain mandat. Merci. J'ajoute aussi que la différence entre une conférence normale et celle-ci, c'est qu'ici, nous, on compte travailler dans la durée. Ça veut dire, on vous donne déjà un rendez-vous à mi-terme de la période qui commence pour voir si quelques-unes de ces propositions ont pu être mises en avant, discutées, etc. Voilà. Alors maintenant, sans plus tarder, commencera la troisième session. Donc, je demanderai bien à François Soulage de monter sur la scène, ainsi que nos 3 journalistes. Donc sans transition, j'ai été chargée d'introduire le deuxième sujet de cette soirée, alors qui peut paraître moins technique, mais qui fait en fait le fil rouge des questions qu'on vient de traiter juste avant, et puis de celles qui apparaîtront certainement dans la phase de débat, qui est de savoir comment on peut renforcer le contrôle démocratique, le contrôle citoyen sur la finance. Parce qu'on l'a dit, la crise financière a mis en évidence des lacunes énormes en matière de supervision et de régulation des activités bancaires et financières, dont les conséquences sont dramatiques en matière de stabilité financière internationale et peuvent affecter les conditions de vie des populations aux 4 coins de la planète, des fonctionnaires grecs aux ménages islandais, en passant par les paysans burkinabés ou boliviens. Et donc, tant que la surreprésentation des grandes entreprises, tant que les sièges d'experts indépendants qui sont accordés à des lobbyistes ou l'opacité qui entoure la constitution de ces comités ne serait pas remis en cause. Mais ça, c'est quelque chose de vraiment important, parce que c'est dans ces comités, ces groupes d'experts, que se discutent les dispositions techniques qui vont être ensuite inscrites dans le droit européen. Et puis, ce sont des règles évidemment plus strictes sur les portes tournantes, si on traduit ça de l'anglais, mais le phénomène de pantouflage, donc toutes ces pratiques d'aller-retour entre des postes de hauts fonctionnaires européens et le secteur privé, que ce soit les entreprises ou les lobbyistes qui travaillent pour ces entreprises. Donc là aussi, il y a des règles qui font défaut au niveau de l'Union européenne, donc qui déploient une énergie folle à essayer de baisser le niveau d'ambition des régulations financières et de préserver le statu quo sur un certain nombre de choses. On l'a vu aussi pendant la préparation, la finalisation du projet de séparation des banques. Le commissaire Barnier a demandé à ses services exceptionnellement de ne plus rencontrer les représentants du secteur bancaire pendant le temps de finalisation de ce projet de directive, ce qui montre bien là aussi la gravité de la situation qui appelle des mesures extraordinaires. Donc pour nous, il y a à la fois le projet et la démarche de Finance Watch qui est évidemment de porter une voix citoyenne plus forte et plus experte sur ces sujets-là pour faire entendre des propositions alternatives. Mais il y a aussi des mesures impérieuses qu'il faut prendre pour rééquilibrer aujourd'hui la balance et faire en sorte que l'intérêt général soit mieux pris en compte. Donc je ne vais pas les lister dans le détail, mais pour en reprendre quelques-unes, il y a un enjeu très fort autour de l'encadrement des activités des lobbyistes. Aujourd'hui, il y a des règles d'enregistrement qui restent sur la base du volontariat à Bruxelles. Donc on n'a pas de base de données complète de tous les gens qui sont acteurs dans les couloirs du Parlement européen, de la Commission. Et donc pas de base de données exhaustive sur tous les professionnels qui agissent on ne connaît pas les clients pour lesquels ils agissent.
Ça va aussi avec une constitution, une représentation plus équitable de la société civile dans les groupes de travail, les comités d'experts à tous les niveaux, notamment à la Commission européenne. Le Parlement européen s'en est alarmé en gelant les budgets d'un certain nombre de nouveaux comités. Pour le travail de Finance Watch, il y a aussi cette préoccupation qui est constante de voir comment on peut rééquilibrer aujourd'hui le débat et faire que les propositions de la société civile et que les propositions qui représentent l'intérêt général soient mieux prises en compte et inscrites dans le droit européen. Donc il y a des efforts qui ont été faits, ça a été mentionné depuis 2009 pour remettre des règles, pour imposer le respect de ces règles, éviter leur contournement. Mais il faut voir que le contre-lobby des activités des banques notamment et de tout le secteur financier a été absolument énorme. Donc Aline citait quelques chiffres tout à l'heure. Un autre chiffre, c'est de toujours la même ONG, Corporate Europe Observatory, qui dit qu'il y a 1700 lobbyistes du secteur financier à tous les échelons de Bruxelles. Et